Bonjour à tous, bienvenue à notre nouvelle pause gagnante, ce rendez-vous d'information que nous déclinons mensuellement auprès de vous. Après un premier sujet social sur le thème de l'intéressement, nous voici réunis ce matin pour parler du document unique qui, au-delà de son caractère obligatoire, est également un outil de prévention des accidents de travail, de performance et de bien-être au travail. Cette pause gagnante s'adresse donc plus spécifiquement aux structures employant des salariés ou en réflexion pour une embauche à venir. Aujourd'hui, nous allons assister à un échange entre un client qui vient d'embaucher une nouvelle salariée. Le rôle sera joué par Nicolas Berger, responsable d'équipe paye, et son conseiller, Johan Bettis, qui joue finalement son propre rôle. Pour un bon déroulé dans cet échange, merci de poser vos questions à la fin via l'icône questions que vous trouverez tout en bas de votre écran à droite. Retrouvons donc tout de suite Nicolas qui souhaite avoir plus d'informations sur le document unique. Bonjour Monsieur Bettis, je souhaitais vous voir car je viens d'embaucher une troisième salariée et lors de nos échanges, vous m'avez évoqué la mise à jour de mon document unique. Je dois vous avouer que jusqu'à présent, je n'ai pas fait ce qu'il fallait sur le sujet et je voulais m'y mettre, mais ça a l'air compliqué et assez long. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'y passer beaucoup de temps et d'énergie ? Alors effectivement, en tant qu'employeur, vous avez beaucoup d'obligations et le document unique en est une. C'est une obligation qui date de 2001, mais ce document a bien d'autres enjeux que le caractère obligatoire. Il est forcément aussi un paramètre d'amélioration de la performance et c'est bien là l'enjeu majeur du document unique. Améliorer la performance, ça m'étonne, pourtant ça ressemble surtout à un listing des risques. Alors c'est vrai, pour réaliser le DU, vous allez devoir lister, identifier, analyser l'ensemble des risques des différents postes de travail qui composent votre entreprise. Mais le DU va vous amener à réfléchir à votre organisation, à des détails que vous ne voyez plus tous les jours, comme par exemple l'orientation d'une machine ou d'un accès potentiellement dangereux à une zone de stockage. Voilà, quand je parle de performance également, je parle d'une meilleure efficacité au travail. Un salarié qui travaille en confiance sur son poste est nécessairement plus efficace. Donc, qui dit efficacité, gain de productivité, donc meilleure performance économique. Votre nouvelle salariée, je suppose que vous êtes en train de la former et que vous souhaitez donc la conserver le plus longtemps possible, n'est-ce pas ? Ah oui, en effet, j'ai déjà eu du mal à la trouver et j'ai déjà passé pas mal d'heures à la former. Tout se passe bien avec elle, donc effectivement, j'espère qu'elle restera longtemps. Donc, raison de plus pour soigner ses conditions de travail. À travers le document unique, vous allez lui proposer un poste plus sécurisé, plus confortable, plus agréable au quotidien. Et dans le cadre de l'analyse de son poste de travail, vous allez sans doute identifier des choses à améliorer, comme l'éloignement d'outils de son poste de travail. Et parfois, en repensant l'organisation matérielle de son poste, on peut vraiment changer son quotidien et améliorer, encore une fois, sa productivité. Au-delà de ces conditions de travail, vous allez également prévenir les risques professionnels. Alors, quand j'entends effectivement risque professionnel, c'est réduire la probabilité d'arrêt de travail, d'être moins confronté à cela et ne pas avoir à subir tous les coûts liés aux arrêts de travail, tels que le recrutement pour remplacer le salarié provisoirement absent, tels que le paiement d'heures supplémentaires éventuelles, et notamment également le maintien de salaire à devoir assurer au salarié lors de son arrêt maladie. Donc, tous ces coûts indirects qui sont lourds pour l'entreprise. Donc, il y a forcément nécessairement un gain en termes économiques également à se soucier effectivement de la sécurité au travail. Donc, en fait, indirectement, ça va jouer sur la qualité de vie au travail des salariés, mais cette question de qualité de vie, j'ai l'impression que c'est plutôt pour les grosses entreprises. Nous, on n'est que 4, je n'ai pas vraiment le temps de m'occuper de ça. Aujourd'hui, ces questions de bien-être au travail, ça concerne l'ensemble des entreprises, qu'elles aient une ou plusieurs, une ou 100 salariés. Derrière, c'est véritablement un enjeu majeur. Et d'ailleurs, le bien-être au travail, c'est vraiment un argument à valoriser lors de vos recrutements, mais également auprès de vos clients, vos futurs clients. Aujourd'hui, si vous vous inscrivez dans un label de qualité avec des critères de sécurité exigeants,
c'est quelque chose que vous pouvez mettre en avant et qui sera source de prescription et une image, effectivement, qui sera facteur de développement commercial nécessairement. Donc, si je résume, effectivement, comme je l'ai évoqué, performance économique transverse sur, je dirais, les finances, sur la stabilisation de vos ressources humaines pour améliorer votre productivité, améliorer votre image vis-à-vis des clients. C'est vraiment un outil pour fidéliser le personnel et améliorer globalement la performance économique de l'entreprise. Merci pour ces explications. Je comprends mieux l'intérêt du document unique qui va au-delà de la simple obligation. Mais comment ça se passe concrètement? Je le fais une seule fois et après je suis tranquille pour plusieurs années? Alors, vous allez donc observer tous les risques effectivement possibles au sein de votre site et les retracer dans ce document unique. Donc, il sera nécessaire effectivement de le revoir une fois par an et dès lors qu'il y aura des aménagements qui pourraient changer les conditions de travail et les conditions de sécurité. Donc, il y a nécessairement, effectivement, dès lors qu'il y a un aménagement, une revue qui doit être faite, et notamment avec le protocole sanitaire lié au Covid, vous devez effectivement revoir votre document unique reprenant le protocole sanitaire. Et quand on voit effectivement qu'il est réactualisé régulièrement et encore une fois le 8 décembre, il est nécessaire de prendre en compte toutes ces informations et actualiser votre DU. Ok, alors concrètement, comment je m'y prends pour commencer mon DU? Alors concrètement, vous avez déjà deux notions clés à retenir. Notion clé, donc la première notion clé, c'est le danger. Donc le danger se constate, il y a danger lorsqu'il y a une situation ou un objet qui possède une capacité donc intrinsèque à provoquer un danger, une lésion sur la santé du salarié. Donc, on va avoir par exemple un couteau, on va avoir par exemple un produit chimique corrosif, un cardan au niveau agricole. Donc, ça, c'est la première notion. Et en deuxième notion, vous allez avoir donc le risque. Donc là, cette fois-ci, le risque s'évalue. C'est une probabilité. Quel est le risque que mon salarié ou moi-même s'expose à tel ou tel danger? Exemple, si je reprends l'exemple de la première notion, effectivement, c'est se couper avec le couteau, se brûler avec un produit corrosif, être happé par un cardan. Donc, vraiment deux notions, donc la notion de danger et la notion de risque. Alors, si j'ai bien compris, le danger, c'est un élément concret, réel, alors que le risque, c'est finalement l'exposition possible à ce danger. Oui, tout à fait, c'est bien ça. À la suite, vous devrez effectivement, en première étape, en termes méthodologiques, pour réaliser votre document d'évaluation des risques professionnels, vous devrez identifier dans un premier temps donc, les unités de travail. Alors, qu'est-ce qu'on entend par unité de travail? C'est un poste ou plusieurs postes ou situations qui exposeraient les salariés à un même risque professionnel ou même risque professionnel. Donc là, c'est vraiment au choix libre de l'entreprise. Vous pourriez très bien donc avoir pour une boulangerie, donc avoir le point de vente effectivement pour les vendeuses et le laboratoire pour tout ce qui est production. Au niveau agricole, on pourrait très bien identifier pour une exploitation en polyculture élevage, d'avoir d'un côté l'élevage, par exemple bovin, et avoir effectivement après pour toute la partie céréales, d'avoir effectivement la préparation des sols, la moisson, la récolte. Donc on peut avoir véritablement une définition différente de ce qu'est une unité de travail. Et c'est vraiment à l'entreprise d'identifier ces unités de travail qui leur correspondent finalement, qui leur correspondent. Ah, j'y pense. J'ai mis une cuisine à disposition de mes salariés. Est-ce que ça va être considéré comme une unité de travail? Ils n'y travaillent pas. Alors, effectivement, la cuisine peut être considérée comme une unité de travail, étant donné que vous et vos salariés sont présents dans la cuisine. Donc, et on doit évaluer les risques dans ces unités que je vais dire oubliées. Par exemple, en cuisine, vous pourriez, et vous et vos salariés, être confrontés à un risque électrique.
risque de chute. Donc, effectivement, ces éléments, ces unités oubliées doivent bien être prises en compte, telles que les salles de pause, cuisine, zone de livraison. Il faut véritablement penser à l'ensemble des unités de travail de l'entreprise. Donc, en deuxième étape méthodologique, une fois que vous aurez donc listé vos unités de travail, vous allez devoir identifier les risques. Donc là, pour cela, plusieurs étapes dans l'identification des risques. Dans un premier temps, vous allez devoir observer les postes de travail en questionnant vos salariés sur leur poste de travail. Donc, ce sont les premiers concernés, donc ils seront à même de vous indiquer les risques qu'ils encourent. Et dans un deuxième temps, analyser bien évidemment les accidents de travail antérieurs et également la fiche entreprise élaborée par le service de santé au travail. Donc, si vous ne l'avez pas, surtout demandez-la à la médecine du travail. C'est vraiment un élément qui vous permettra et qui vous aidera à la réalisation du document d'évaluation des risques. Donc, là, quand on voit ça, il y a aussi forcément une multitude de risques professionnels à évaluer. Dans chaque unité de travail, on va avoir tous les risques liés à l'activité physique, donc tout ce qui est manutention de charges lourdes, tout ce qui est vibration mécanique, travail sur écran, tout ce qui est lié aux agents chimiques, électriques, psychosociaux, routiers, épidémiques. Donc, vous avez véritablement une multitude de risques à évaluer au sein de l'entreprise. Ouais, effectivement, ça en fait beaucoup. Je n'avais pas pensé à toutes ces possibilités. Du coup, je liste tout ce qui pourrait être un danger pour mes salariés. Et une fois que j'ai fait cette liste, est-ce que je dois faire quelque chose de plus? Alors, une fois que vous avez donc identifié les unités de travail, que vous avez identifié les risques, vous devez ensuite les classer, les hiérarchiser. Donc, pour pouvoir effectivement les classer, vous allez devoir identifier les risques les plus importants. Donc, comment les identifier? Il y a deux critères. C'est en fonction de la fréquence d'exposition, la fréquence d'apparition du risque et la gravité. Donc, priorité bien évidemment à la gravité. Et pour déterminer finalement le risque brut, on multiplie finalement la fréquence par la gravité. D'accord, mais comment faire pour les classer? Parce que autant certains risques paraissent évidents, comme l'exposition à des produits chimiques, mais par exemple pour les risques psychosociaux, je risque d'avoir du mal à les classer. Alors ce n'est pas toujours simple, d'où l'importance d'observer vraiment les deux critères que je vous ai exposés préalablement, la fréquence d'exposition, à quelle fréquence se présente le risque, une fois par an, une fois par mois, par semaine, par jour, et le niveau de gravité. Est-ce qu'il y a un risque pour le salarié, un possible arrêt de travail, une invalidité, voire pour les cas les plus extrêmes, à son décès. Donc, il faut véritablement, effectivement, prendre en considération l'importance de ces deux critères. Et bien évidemment, le risque de chute de hauteur dans un atelier où il n'y aurait pas de garde-corps, bien sûr, sera prioritaire par rapport à un risque lié à l'exposition aux écrans. Ça paraît évident. Donc, vous devez être bien évidemment le plus rationnel possible, pragmatique, de jamais minimiser un risque, quel qu'il soit, mais sans tomber non plus dans la psychose. Donc, une fois que vous aurez listé, hiérarchisé ces risques, il restera la troisième et dernière étape, la plus importante, c'est définir le plan d'action, les mesures de prévention à mettre en œuvre au sein de l'entreprise. Et pour cette étape, est-ce qu'il y a des solutions toutes prêtes, des mesures de prévention type qu'on peut appliquer facilement? Ça me faciliterait la tâche? Alors, il n'y a pas de solution toute prête, mais rassurez-vous, les mesures de prévention reposent principalement sur du bon sens. Vous aurez donc listé finalement les risques par ordre de priorité, comme on l'a évoqué préalablement. Pour chacun de ces risques, vous allez déjà identifier bien évidemment les mesures que vous avez déjà mises en place au niveau de l'entreprise. Et dans un deuxième temps, définir les mesures complémentaires à mettre en œuvre en mettant en priorité donc les mesures de prévention collective pour limiter ou supprimer le risque. Donc, bien évidemment,
pour revenir dans l'exemple que j'avais évoqué, le risque de chute de hauteur, l'installation d'un garde-corps permet effectivement, c'est une mesure collective, ça permet effectivement de limiter le risque de chute. Si on ne peut pas mettre en place des mesures de prévention collective, donc là, il faut penser effectivement à l'ensemble des mesures individuelles que l'on peut mettre en œuvre. Donc là, bien souvent, ce sont les équipements de protection individuelle, ce qu'on appelle les EPI. Et dans le cas d'espèce, dans l'exemple que je vous ai donné, si l'installation du garde-corps n'est pas possible, ce serait à minima de prévoir des harnais de sécurité individuels. Mais s'il y a la faculté de pouvoir installer le garde-corps, il faut effectivement prioriser l'installation du garde-corps. Donc, pour synthétiser à nouveau, il faut impérativement prendre en compte les risques les plus importants et penser véritablement à tout ce que vous pouvez mettre en place par rapport à ce risque, soit une réorganisation, soit un aménagement, soit le remplacement d'un outil, soit la sensibilisation de votre équipe lors d'une réunion ou un affichage sur votre tableau obligatoire. Il faut véritablement penser à tout ce que vous pouvez mettre en œuvre pour minimiser, limiter le risque identifié. Et là, vous aurez vos salariés qui se sentiront effectivement, que vous vous souciez effectivement de leur santé et de leur bien-être au travail, ce qui vous permettra effectivement d'identifier et de fixer des objectifs concrets et collectifs à l'équipe et in fine, finalement, d'améliorer leur efficacité et leur motivation. Très bien. Tout ça me semble clair. J'ai un peu de boulot devant moi, mais j'ai peur de ne pas avoir le temps de tout faire. Alors, vous pouvez le faire en plusieurs étapes, bien évidemment. Il ne faut pas avoir de crainte sur le sujet. Vous pourriez très bien, lors d'une première semaine, identifier les unités de travail. Sur une deuxième, sonder, travailler avec vos équipes, effectivement vos salariés, pour identifier ensemble les risques. Et enfin, déterminer encore ensemble avec les salariés, finalement, les mesures de prévention à mettre en œuvre. Et si ça le prend véritablement, si cela vous prend trop de temps, bien évidemment, on peut vous accompagner dans le cadre de cette démarche. Il n'y a pas de souci. Moi, je me rends effectivement régulièrement en entreprise. Donc, je viendrai sur votre site, j'analyserai avec vous les différents risques identifiés, les classer et on écrirait ensemble donc le plan d'action, de prévention à mettre en œuvre. Ah oui, pourquoi pas, ça peut être une bonne solution, surtout que j'ai un peu peur d'oublier des risques. Alors, effectivement, l'avantage effectivement de recourir à nos services, c'est que moi, j'aurai un regard extérieur et pourrai vous apporter mon expertise sur le sujet. Vous aurez ainsi votre document rédigé. Il restera simplement à le présenter à votre personnel. Je pourrais aussi vous aider, effectivement, si vous le souhaitez, complémentairement, le présenter. Et libre ensuite, effectivement, à vous de nous confier ou pas l'actualisation ou de le réaliser vous-même. Très bien, je pense que j'ai toutes les informations pour me lancer. Je vais en discuter avec mon associé et revenir vers vous pour voir si on peut le faire réaliser par vos services. Je vous tiens au courant. Merci. Parfait. À bientôt alors. À bientôt. Alors, un grand merci à Nicolas et Johan pour nous avoir fait découvrir les grands principes du document unique. Avant de vous laisser la parole, ou plus du moins poser vos questions, parce qu'il y en a déjà quelques-unes qui sont arrivées, je vous rappelle d'ores et déjà la date de notre prochaine pause gagnante qui aura lieu en janvier sur un tout autre thème, puisque ce sera les actualités de la loi de finances. Donc maintenant, je vous laisse la parole, ou du moins, je vous laisse écrire vos questions. Vous pouvez rédiger sur le petit onglet tout en bas à droite, questions. J'ai vu qu'il y en avait aussi qui avaient été posées sur le chat. J'essayais de ne pas en oublier. Et puis pour lancer les questions, moi je vais en poser une tout de suite à nos deux compères. Qu'est-ce que je risque si je suis employeur de main-d'œuvre et que je n'ai pas de document unique ? Alors, quel est le risque induit ? Le risque induit, c'est effectivement la non-réalisation du document unique. Donc là, effectivement, ce sont effectivement des amendes, pénalités
en cas de contrôle de l'inspection du travail pour non effectivement réalisation du document unique. Donc, c'est des contraventions de 5e classe, donc qui peuvent aller de 1 500 € à 3 000 € en cas de récidive. Et là, c'est pas le risque le plus important. Le risque le plus important sera véritablement s'il venait y avoir un accident de travail avec l'inexistence du document unique, donc avec devoir verser des dommages-intérêts et des remboursements à faire au titre des différents frais liés à l'accident de travail. Et là, l'enjeu, effectivement, est non pas, on ne parle pas de quelques milliers d'euros, mais ça peut représenter quelques dizaines de milliers d'euros en fonction de l'incapacité, de l'invalidité qu'il pourrait y avoir suite à un accident de travail. Ok, alors je vais me permettre de lire les questions qui ont été déjà posées. Je vois Dominique Bailly qui nous a demandé « Bonjour, dois-je faire un document unique par société ?» Alors oui, effectivement, il faut faire un document unique par société et par établissement. Donc, par entreprise, ça c'est certain, mais également par établissement. Si une entreprise a 2 établissements, il y aura 2 documents uniques. Ok, très bien. Question de Caroline Jandel. Étant restauratrice, mon cuisinier utilise des couteaux tous les jours. Cela fait partie de son métier. On fait quoi? On fait quoi? Donc là, faut effectivement voir quelles sont les mesures de prévention qu'on peut mettre en face. C'est bien sûr sur tout ce qui est couteau, vérifier effectivement que les lames soient bien effectivement s'il y a nécessité ou pas de changer les couteaux, s'il y a effectivement, si quelque chose est ébréché, s'il y a quelque chose qui est abîmé, véritablement que les outils de travail soient bien conformes à la réglementation. Et après, c'est de voir quelles sont les mesures de prévention à mettre en œuvre. Mais effectivement, dans la cuisine, ce risque-là, on ne peut pas le supprimer. Mais voilà, c'est de préciser quelles sont les mesures de prudence et d'avoir un regard sur l'outillage et qu'il soit bien toujours conforme. Ok. Une question de Francis Machefer. Est-ce que les assurances ont un droit de regard sur notre DU? Je ne vois pas de côté réglementaire de fourniture. Autant, effectivement, l'inspection du travail peut le demander, autant un assureur, effectivement. Mais après, je me dis que potentiellement, il peut en avoir besoin pour voir quels sont les risques inhérents à l'entreprise et tout dépend des assurances que l'entreprise prend. S'il y a effectivement une assurance risque incapacité spécifique, ça peut avoir du sens effectivement que l'assureur se soucie qu'il y a bien un document unique et déjà se soucier qu'il y a un document unique. C'est bien là la priorité et que derrière de voir quels sont les risques. Mais je suis pas convaincu que l'assureur soit en capacité d'analyser complètement le document unique. Ok. Ouais. Question de Maryse Maillefer. Quel est le coût de ce service? Alors le coût de ce service, c'est donc c'est une mission qui est tarifée à partir de 750 €, mais qui va être en fonction véritablement du nombre de salariés, du nombre d'unités de travail. Donc, un DU, effectivement, dans une entreprise de 1 salarié avec une unité de travail ne sera pas la même chose qu'une entreprise qui a 10 salariés avec 3, 4 métiers qui seraient différents. Ok. Question de Florence Bourri. Où faire cette démarche? Alors, où faire cette démarche? Il n'y a pas, pour faire l'évaluation des risques professionnels, il n'y a pas de conditions de forme. Comme j'ai évoqué, finalement, on vous demande de suivre la procédure que je vous ai exposée lors de mon intervention. Il n'y a pas de conditions de forme. Après, l'idée, c'est véritablement de classer, identifier les risques, de mettre en place les mesures de prévention que vous avez déjà mis en œuvre et le plan d'action. Donc après, ça peut être très bien fait sur de l'Excel, un logiciel spécifique sécurité, mais il n'y a véritablement pas de conditions de forme, c'est ce qu'il faut retenir. D'accord.
Question de Mégane Calvo. Comment inclure le risque de pandémie sans surcharger le DU? Est-il possible de l'annexer? Disons que moi, ce que je fais dans ce cadre-là, ce que je préconise au regard effectivement de la régularité du changement du protocole sanitaire, effectivement, c'est de bien identifier quand même le risque épidémique effectivement dans le document unique, de préciser effectivement que l'entreprise se conforme effectivement au protocole sanitaire et d'annexer ce protocole sanitaire avec les actions spécifiques de l'entreprise, bien évidemment. Hein. On va retrouver nécessairement effectivement dans le DU tout ce qui est oui, les gestes barrières, bien évidemment, l'éloignement effectivement nécessaire, la ventilation. Donc, tous ces éléments-là peuvent être déjà mis dans le DU et annexés complémentairement, effectivement, le protocole sanitaire qui est actualisé assez régulièrement, parce qu'il a été actualisé le 28 novembre, il a été actualisé le 8 décembre, il est actualisé régulièrement compte tenu du contexte actuel. Ok. Une question de Maryse Maillefer. Il n'y a pas de salariés dans l'entreprise. Est-ce obligatoire tout de même? Alors, il n'y a pas d'obligation réglementaire dès lors qu'on n'a pas de salariés. Par contre, effectivement, c'est demandé systématiquement également dans le cadre des conventions de stage. Vous auriez un stagiaire, c'est demandé de manière systématique. On doit informer le stagiaire, effectivement, de tous les éléments de sécurité. Donc là, si vous avez des stagiaires, il faut véritablement avoir un DU. Mais si vous n'avez pas de stagiaires ni de salariés, il n'y a aucune obligation. Mais ça peut être bien, malgré tout, ce que je dis toujours, le document unique a du sens pour les salariés, mais également pour le chef d'entreprise, qui est le premier confronté au risque au travail. Question de Stéphane Lambert. Existe-t-il une trame de DU par type d'exploitation agricole? Alors, pour moi, il n'existe pas de trame de DU. Comme j'ai dit, il n'y a pas de condition de forme. Donc après, chaque exploitant peut effectivement travailler effectivement sur son DU. Et puis d'une exploitation à une autre, même si on a le même secteur d'activité, chaque exploitation va être différente, chaque entreprise est différente. Donc, c'est compliqué aujourd'hui de déterminer une trame. Alors, je sais que la MSA peut fournir potentiellement des trames par secteur d'activité. Après, ça reste des trames. Donc, moi, je suis pas très partisan de ces trames. Mais bon, ça peut être un outil d'aide à la réalisation. Donc, tu réponds notamment à la question de Véronique Chevry. La médecine du travail peut-elle nous aider à créer ce document? Oui, de ce que j'entends. La médecine du travail, comme j'avais évoqué, effectivement, de toute façon, la médecine du travail aujourd'hui, pour l'analyse des risques, normalement, vous avez effectivement une fiche entreprise qui doit être réalisée par la médecine du travail. Donc, ça peut être un outil précieux. Souvent, c'est un travail en commun, finalement. La fiche entreprise s'appuie sur le DU et le DU s'appuie sur la fiche entreprise. Donc, souvent, effectivement, bien évidemment, faire jouer le service de santé au travail, ça a du sens. Ok. Question de Patrick Thierry. Dans le cas d'un groupement d'employeurs, quel sera le contenu du 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 groupement d'employeurs? Alors, ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, chaque membre utilisateur du groupement d'employeurs doit avoir un document unique propre, parce que chaque exploitation ou chaque entreprise est différente. Donc ça, chaque entreprise doit avoir son DU. Après le groupement d'employeurs, effectivement, le groupement d'employeurs va se référer finalement aux différents documents d'évaluation des risques professionnels de chaque membre utilisateur. Et après, on prendra effectivement les risques, je dirais plutôt généralistes, les risques psychosociaux. Mais voilà, c'est vrai que le document unique du GE, par lui-même, va être constitué de la globalité finalement des documents uniques de chaque membre utilisateur finalement.
Ok. Une question que j'avais ratée qui était au départ. Je suis secrétaire, quel risque j'ai déjà derrière mon ordinateur? Alors, quels sont les risques sur tout ce qui est travail administratif? Ça va être essentiellement lié à l'ergonomie et le travail sur écran. Donc derrière l'ergonomie du poste du travail, de savoir effectivement quelle est la luminosité au bureau. Est-ce qu'il y a lieu effectivement est-ce qu'il y a lieu de chercher effectivement des papiers en hauteur? Voilà, c'est sûr que fondamentalement, les risques liés au travail administratif sont moins grands effectivement que sur du travail productif, mais il reste effectivement les risques électriques. Hein, si l'entreprise met des multiprises sur multiprises, on va se dire que là, il y a véritablement un risque électrique. Donc, finalement, malgré tout, il y a effectivement des risques existants et à cibler en termes de luminosité, en termes effectivement d'écran, de risque électrique. Voilà, il y a des choses à analyser malgré tout. Ok, question de Benoît Vatrin. J'ai une ETA qui utilise les infrastructures de mon exploitation agricole. Que dois-je faire? Est-ce qu'une convention peut convenir? Alors, une ETA qui utilise les installations, donc l'ETA doit avoir dans tous les cas, son document unique. Hein, et la mise à disposition des outils, effectivement, ou des bâtiments par un exploitant. Finalement, aujourd'hui, le principal, c'est effectivement d'évaluer les risques des salariés, peu importe qu'on soit propriétaire ou locataire des murs ou du matériel. Finalement, on doit analyser le risque du salarié. D'accord. Question de Julien Didier. Bonjour, je rédige mon document unique sérieusement. Arrive un accident du travail sur un point que je n'avais pas identifié. Ma responsabilité en tant qu'employeur est-elle est-ce comme si je n'avais rien effectué, en fait, comme si je ne l'avais pas fait, quoi. En gros, si mon document unique n'est pas à jour, est-ce que je suis pénalisé autant que si je n'en avais pas fait du tout? Alors, attention par rapport à la précision de la mise à jour. Hein. La mise à jour, elle est impérative aussi. Donc, ce qui est important, il y a deux choses. La mise à jour, elle est impérative. Donc, si aujourd'hui, vous avez un document unique qui n'a pas été fait qui n'a pas été mis à jour depuis 5 ans ou même depuis 2 ans, on peut vous reprocher effectivement ce manquement de mise à jour. À partir du moment qu'on l'a mis à jour, mais qu'on n'a malheureusement effectivement pas identifié le risque qui s'est finalement présenté. Déjà, on ne peut pas effectivement vous mettre en responsabilité sur le fait de l'inexistence du DU. Il est bien mis en place. Malheureusement, effectivement, le risque qui s'est présenté n'a pas été évalué. Donc, voilà, on peut pas considérer qu'il y a une faute inexcusable de l'employeur du fait de l'inexistence du document unique. Après, bon, tout dépend, effectivement, c'est toujours après à l'appréciation des juges, hein, c'est pareil. Hein, on sait que en termes de sécurité, l'employeur a une obligation de résultat. Donc, il n'y aurait pas de faute inexcusable sur l'inexistence du DU. Après, derrière, si c'est effectivement un risque accident de travail qui était possible à être évalué et qui était très logique, effectivement, derrière, voilà, il peut toujours y avoir une mise en responsabilité. Hein, comme je l'ai évoqué, finalement, il y a une obligation de résultat en termes de sécurité. Donc, mais voilà, déjà, on ne peut pas vous reprocher l'inexistence du document unique. Et ça, c'est quand même, aujourd'hui, vous y avez réfléchi. Après, c'est compliqué d'être exhaustif et de viser véritablement tous les cas, toutes les situations. Mais par exemple, si je reprenais l'exemple du machinisme agricole, du protège cardan, si ça, on ne l'évalue pas et que le salarié se fait happer, ce serait compliqué parce que c'est un des risques majeurs dans le machinisme agricole. Ok. Question de Régine Hutin. Notre salarié est aussi associé. Doit-on remplir ce document?
À partir du moment qu'on a un salarié, peu importe qu'il soit associé, hein, dès lors qu'il a un statut de salarié, il y a bien évidemment, il y a une obligation effectivement de réaliser le document unique. Ok. Question de Francis Machefer. Dans le cadre des dossiers ICPE, il nous est demandé de joindre le DU. Est-il possible de joindre juste une synthèse et que le DU soit à disposition des autorités compétentes? Alors là, bonne question. Après, c'est une bonne question. Après, j'ai eu connaissance, on m'a évoqué effectivement cette notion de devoir effectivement transmettre le document unique. Pour moi, c'est la transmission du document unique. Hein. Une synthèse de document unique, c'est, enfin, voilà. Pour moi, le document unique reste une pièce fondatrice en termes de sécurité. Et si elle est demandée, elle doit être fournie dans sa globalité et pas une synthèse. D'accord. Question de Régine Hutin. Mon cahier d'évaluation date, est-il encore d'actualité? Je pense que tu as en partie répondu à cette question. Alors, oui, comme je l'avais évoqué, hein, pour moi, effectivement, il faut que le document unique, normalement, on doit le revoir une fois par an, ou dès lors qu'il y a eu des aménagements, effectivement, donc on peut avoir une fréquence même pluriannuelle, hein, en fonction des aménagements dans l'entreprise, dès lors qu'on change effectivement un machinisme particulier, dès lors qu'on réintervient sur un bâtiment, il faut véritablement, effectivement, le mettre à jour. Et le mettre à jour de façon annuellement. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, le document unique qui n'aurait pas été revu, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, depuis 2, 3, 4 ans, 5 ans, ce que je vois, hein, quand j'interviens sur site, il faut véritablement le refaire. Et bien souvent, effectivement, quand j'interviens sur site et que le document unique n'a pas été mis à jour depuis 5 ans, et ça arriverait assez régulièrement, malheureusement, on refait un audit, on refait un document unique globalement, parce qu'il y a eu beaucoup d'évolutions réglementaires autour du document unique, hein, où on a maintenant, comme je l'ai évoqué, les risques psychosociaux qui doivent être nécessairement vus, le risque épidémique. Donc tous ces éléments-là font qu'aujourd'hui, un document unique qui n'a pas été revu, notamment lié au protocole sanitaire Covid, là, il faut véritablement se soucier de la mise à jour dès maintenant. D'accord. Question de Philippe Albert. En tant que maçon avec un ouvrier, mon document unique serait sur quoi précisément? Faudrait-il mettre tous les risques et même en le conduisant sur le chantier? Comme j'ai évoqué, il faut véritablement, les risques sont larges, hein, donc, et notamment au niveau bâtiment. Hein, au niveau bâtiment, les risques sont quand même assez importants. C'est pas pour rien qu'il y a eu, quoique l'entreprise a un taux d'accident de travail à verser auprès de l'URSSAF très important. Donc oui, les risques routiers, les risques effectivement de chute en hauteur chez le client, voilà, tout ce qui est utilisation de matériel, disqueuse, tous les éléments de sécurité, c'est véritablement très large. Alors de la même façon, hein, j'ai toujours, voilà, il y a au niveau du BTP, il y a aussi la SST BTP qui peut vous accompagner, l'OPBTP qui est un service de sécurité, voilà, derrière. Mais voilà, dans le bâtiment, il faut véritablement aujourd'hui, et tout secteur d'activité se soucie de la sécurité. Ok, bah écoutez, je pense avoir fait le tour des questions. Je n'en vois plus apparaître. En tout cas, j'espère que j'en ai pas raté. Écoutez, merci pour votre intervention, merci à tous pour votre présence. On en profite par avance pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis rendez-vous du coup en janvier pour notre prochaine pause gagnante sur la loi de finances. Merci, au revoir. Merci, au revoir.